L'Afrique est en train de développer un véritable savoir-faire alliant les nouvelles technologies et les énergies renouvelables. Bienvenue ici en Afrique de l'Ouest. Sur le continent, plus de 650 millions de personnes n'ont accès à aucune source d'énergie. Il est pourtant indispensable de développer les grandes thématiques. L'agriculture, la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et bien sûr la préservation de notre environnement. Ce que je vous propose, c'est d'aller à la rencontre des différents porteurs de projets, du nano au macro-projet, en passant par le micro et le méso, afin de voir comment ils utilisent une énergie responsable de l'environnement et durable, accessible pour tous. Bonjour Ngossé. Bonjour Thierry, vous êtes présentement au centre d'accueil et d'hébergement de Futur au Présent qui accueille des enfants victimes de maltraitance. Et ce programme est un des programmes sociaux qui permet de sortir ces familles de la grande précarité. Et dans ce domaine, nous intervenons notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'habitat et des énergies renouvelables. Alors, des enfants sont accueillis ici dans le centre, des enfants qui ont besoin, et ça c'est très important, d'être remis dans leur famille, réinsérés dans leur écosystème familial, et vous appuyez cet écosystème en leur permettant d'avoir un accès à la lumière, ce qu'ils n'avaient pas, par le biais de ces kits solaires. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça leur permet, tu me l'expliquais un petit peu, d'étudier, d'avoir des activités à la tombée de la nuit alors que d'habitude on est dans le noir. Voilà, parce qu'il suffisait d'avoir la bougie. Une fois que la bougie est finie, elles allaient au lit sans pour autant finir leur devoir. Donc ces kits solaires viennent vraiment au bon moment. Parce que parfois ça permet de recharger les téléphones mobiles, ça permet de faire d'autres choses, de pouvoir peut-être recharger un ordinateur, et ça aussi c'est très important. Voilà, et on est très satisfait des résultats. Nous nous sommes rendus au niveau des familles pour savoir s'il n'y avait pas des problèmes. La démonstration s'est bien passée lors des remises de kits. Et actuellement, ces familles arrivent à l'utiliser correctement. Dans les kits aussi, ils ont un téléphone portable avec des applications qui permettent aux enfants d'avoir des exercices, contenus, voilà, c'est ça, contenu éducatif. Donc ça aussi c'est un plus. Là, nous allons voir ces familles concrètement pour voir comment ça se passe avec les kits solaires. Allons-y. D'accord. Bonjour Aurélie. Bonjour. Ça va? Ça va, oui. Alors là, on est vraiment sur le début de la lumière pour des foyers qui n'avaient pas accès ou quasiment pas à l'électricité. On est déjà tout de suite avec un smartphone et des contenus adaptés. Là aussi, il y a quand même une formation, il y a un apprentissage à faire pour que les jeunes, pour que Aurélie puisse en bénéficier et voir comment ça fonctionne. Au fait, à la Maison de l'Éducation, nous avons ce qu'on appelle le volet numérique. Aurélie est avec nous depuis des années, donc elle sait utiliser le numérique. Ce qui fait qu'à travers elle, elle peut montrer à sa famille comment utiliser le smartphone ou bien même l'utilisation du kit solaire. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'elle va finalement former les membres de la famille, du foyer à l'utilisation par le biais de l'énergie renouvelable, au numérique et au contenu numérique. Merci beaucoup. Merci Thierry. Merci Ngossé. Merci beaucoup Aurélie. Merci Aurélie. Avec les kits solaires que nous avons découverts, il est possible d'accéder à de la lumière, mais aussi de recharger différents appareils. Ce que nous allons découvrir, c'est qu'il est possible, avec un dispositif un peu plus important, d'électrifier un écosystème plus large et donc de mieux répondre à la demande. C'est justement ce que je vous propose de découvrir sur le prochain projet. Bonjour Diane. La communauté villageoise a déposé une demande auprès de Synergie Solaire via Djoko Aksalum, une association française qui a mis en place le projet. Une suite favorable quand même a été donnée par Synergie Solaire qui nous a octroyé une subvention de 10 000 €. L'électricité a impacté nos résultats. Depuis 3 ans, on fait 100% à l'entrée en 6e et au certificat. Ce que nous avons vu ici à Djoko Aksalum, c'est un projet qui est concentré sur une thématique primordiale, bien sûr, l'éducation. Mais parfois, dans certaines zones rurales, c'est l'eau qui est primordiale et beaucoup plus urgente. C'est justement ce que nous allons découvrir sur ce prochain projet. Bonjour Ben. Bonjour, ça va? Ça va bien. Nous sommes ici à Dassilame.
Et on a eu démarché des partenaires pour vraiment pallier le manque d'eau et vraiment donner à la population de l'eau potable. C'est Hydraulique sans frontières qui a émis le besoin directement vers le fonds Synergie solaire. C'est payant l'eau? Oui, c'est payant. Donc 10 francs la bassine. Okay. Donc, ça fait quelle quantité? 25 litres. Il y a un comité de gestion qui a été mis sur place qui réunit tous les 3 villages. Ouais. Donc, et dans chaque site, nous avons une gérante et un superviseur. Le fait de protéger le puits, ça a permis de diminuer les maladies hydriques, c'est ça? Oui, effectivement, parce que quand on a discuté avec l'infirmier chef de poste, il a eu moins de malades au niveau par rapport lié à l'eau. Tout le monde est content parce que vu la qualité de l'eau, vu l'effort qu'ils fournissaient avant pour avoir l'eau, donc vraiment que c'est une aubaine pour eux. Nous pensons à passer du puits, de seau d'eau, puiser de l'eau avec la corde, jusqu'à avoir un raccordement pour que chaque maison ait son robinet, sa propre robinet. Donc en fait, on passe là de quelques milliers de bénéficiaires à bientôt, demain, on l'espère, à des centaines de milliers de bénéficiaires. Effectivement, c'est ça que nous espérons. L'accès à l'eau est primordial pour améliorer les conditions de vie. Elle est indispensable pour de nombreux usages comme la cuisson, l'hygiène et bien sûr l'agriculture, un secteur qui emploie 60% de la population. Dans de nombreux villages d'Afrique, c'est le mil qui est privilégié. Il représente 70% de l'activité agricole du Sénégal. L'ONG La Guilde, avec son programme L'Agence des micro-projets, finance un projet pilote qui mêle habilement les producteurs de mil, qui vivent dans des villages isolés, et l'expertise technologique d'une entreprise locale. Là, le moulin à mil, c'est un élément très important en milieu rural qui assure la sécurité alimentaire, qui permet de développer d'autres activités parce qu'il libère du temps. Il libère de la souffrance aussi, parce que piler le mil, ça fait souffrir les populations. Toutes ces personnes qui passent à l'énergie renouvelable, qui passent au solaire, qui passent à l'électrique, est-ce que parfois ils font sens inverse? Est-ce qu'ils reviennent à un groupe électrogène? Est-ce que ceux qui vont utiliser un moulin à 1000 vont peut-être finalement renoncer et se rééquiper d'un thermique, ou quand ils ont fait le cap, ils y restent et ils continuent? Aujourd'hui, quand on parle sur le solaire et qu'il a un mécanisme de financement qui est accompagné, parce que c'est difficile pour quelqu'un d'acheter une installation solaire en une fois. Par contre, quand on a un accompagnement de la microfinance, ben là, on se rend compte que l'économie, c'est-à-dire l'impact sur le portefeuille, il est direct. C'est le coût faible aussi d'accès à ces kits, d'accès à ces technologies, qui fait qu'on abandonne le groupe électrogène, on abandonne le vieux bidon de gasoil pour passer à ces technologies qui sont aussi propres et bonnes pour l'environnement et pour la santé. Effectivement, en fait, c'est le fait d'avoir une rentabilité à court terme sur l'acquisition des équipements, parce qu'ils sont souvent acquis, qui permet ensuite de dégager tellement de profits, de ressources économiques supplémentaires, qui permettent ensuite de créer de l'investissement. Donc, alors que sur du thermique, on est sur du consommable, c'est tous les jours, toutes les semaines, bien sûr, et ça ne s'arrête jamais. Donc la même dépense, on va la transférer sur le remboursement d'un crédit énergie renouvelable, et quand celui-ci est finalisé, on a fini de rembourser, là on a une ressource économique supplémentaire sur laquelle personne ne va... Voilà, tout le monde va essayer d'utiliser. Exactement. En tant que gérante du village d'Agabiram, Rose participe à la culture du mil, à sa récolte et au pilage. Elle coordonne ses actions. Cette agriculture reste laborieuse et l'usage du moulin thermique était néfaste pour la santé des femmes. Le passage à l'énergie solaire leur a donc permis de produire 2 fois plus tout en améliorant leurs conditions de vie. Grâce au temps gagné, elles ont mis en place des cours d'alphabétisation et elles gèrent ainsi beaucoup mieux l'activité économique. Ce projet est devenu un modèle efficace et suscite l'engouement des villages voisins. Comme on l'a vu sur ce projet d'agriculture, grâce aux énergies renouvelables, les femmes ont pris une place prépondérante au sein de la société. Des femmes qui doivent aussi développer d'autres activités sur d'autres thématiques, comme par exemple l'artisanat, ce que nous allons découvrir sur le prochain projet. Alors Babacar, ici on est à Ndem, donc en fait il y a 200 personnes impliquées sur ce projet sur vraiment une thématique forte qui est les activités autour de la couture, mais ça touche plein d'autres activités transverses. Nous faisons des ameublements, des draps, des couvre-lits extra, de la confection et des accessoires, des tableaux de décoratifs pour les maisons, à peu près on touche à tout. Ces femmes qui vont venir aujourd'hui s'inscrire ici, elles vont être formées, elles payent pour cette formation? Comment ça se passe? Non, elles ne vont pas payer. Au début, ils vont venir pour un test, on va les former gratuitement, suivant leur demande
de vouloir travailler, on va leur mettre dans un atelier. Au début, on va les former. Et au bout de 3 mois, on les introduit en processus de production qui vont être rémunérés mensuellement. Ça, c'est hyper important en zone rurale, justement, pour permettre à ces familles de rester au sein de cette communauté. Voilà, d'où l'objectif du projet d'air, comme on a énuméré au début, pour lutter l'exode rural. L'installation que vous avez mis en place, qui vous permet, grâce à des panneaux photovoltaïques, d'alimenter tous les ateliers, tout cet écosystème dédié à la couture, à la formation, à la création d'emplois. Il y a aussi du stockage d'énergie ou c'est uniquement fourniture de courant? C'est fourniture de courant et il y a aussi des batteries hyper solides pour conserver l'énergie. Comme ça, la nuit, l'activité peut redémarrer. Il ne faut pas oublier qu'on est labellisé par la WFTO, le World Fair Trade Organization, qui labellise le commerce équitable. Donc, ces produits, essentiellement, il y a une partie qui part vers l'étranger, une partie importante qui va vers les boutiques Solidaires Monde en France, et un peu d'Italie, un peu d'Espagne. On a aussi 4 boutiques au niveau national. Voilà 8 ans que le système est en place, qu'il fonctionne. Il permet de faire travailler plus de 250 salariés, profite aux 30 villages voisins et ne demande qu'à s'agrandir. Ce que nous avons découvert à Ndem, c'est un savoir-faire local made in Africa sur l'artisanat. Un projet qui arrive à bien communiquer grâce à Internet. Et c'est justement à Palmarin que les jeunes vont être sensibilisés grâce à l'outil informatique sur la préservation de leur environnement. Bonjour Gabriel. Bonjour Thierry. Alors on est avec Amélie de Finergreen et toi ici tu représentes en fait les Amis de Palmarin. L'objectif c'est ici dans cette région d'avoir un accès à l'énergie sur différents projets car le réseau électrique est assez défaillant. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne? On a des problèmes d'électricité. Des fois on peut avoir des coupures qui durent 3 jours, voire une semaine. On retourne au Moyen-Âge. Avec les Amis de Palmarin, vous avez mis en place un centre où nous nous trouvons, un centre communautaire qui donne accès à l'informatique. L'objectif, c'est de toucher qui et de leur donner accès à quoi? Déjà, la population a accès à l'informatique, surtout les jeunes qui sont au lycée, qui viennent se connecter, certains qui viennent apprendre, et même nos étudiants, quand ils viennent durant les vacances, les grandes vacances, sont là. Est-ce que ça permet finalement aux jeunes d'être aussi un petit peu sensibilisés par l'accès à Internet sur cet écosystème fragile où on se trouve, c'est-à-dire Palmarin, c'est un peu une péninsule bloquée entre quelque part la mer et puis les mangroves et la montée des eaux, c'est un écosystème fragile? Oui, ça c'est vrai. Avec l'Internet, on voit des choses qui nous apprennent que la nature, il faut la préserver pour les générations futures. Nous, ce qui nous a intéressé sur ce projet avec Finergreen, comme on est conseil en financement pour des projets d'énergie renouvelable dans le monde, avec une antenne en particulier à Abidjan, on est au courant des politiques publiques qui sont faites en Afrique et notamment au Sénégal. Et on s'est rendu compte qu'à Palmarin, il n'y avait pas de projet d'électrification qui était fait ou qui était en tout cas prévu. Et du coup, à la lecture de ce projet, on s'est dit qu'effectivement, c'était une très bonne idée de passer en off-grid, ce qui vous permettait d'avoir un accès à l'électricité constant. Et le principe du off-grid, c'est donc que vous utilisez l'électricité que vous produisez vous-même avec les panneaux qui ont été installés sur ce projet. Avec l'installation de ces panneaux solaires, on arrive à fonctionner 24 heures sur 24. Ce qui n'était pas possible. Avec les coupures, des fois on a des appareils qui étaient abîmés. Grâce à ces panneaux, au niveau de notre dispensaire, on arrive à fonctionner 24 heures sur 24. Ce qui n'était pas possible. Maintenant que ça fait 2 ans que vous utilisez les panneaux solaires, quelle est la principale différence que vous voyez entre l'utilisation de panneaux solaires photovoltaïques et l'utilisation d'un groupe électrogène? Je dirais que l'utilisation des panneaux est plus rentable parce qu'avec les groupes électrogènes, il y a déjà l'achat du carburant, la maintenance du groupe, la pollution sonore et la pollution atmosphérique avec le gaz qui dégage. Donc tous ces effets comparés au photovoltaïque, parce que le photovoltaïque, c'est le soleil. Et là, on ne pollue pas. Ici, à Palmarin, nous sommes dans un écosystème extrêmement sensible, pris entre la mangrove et la mer. Ce qui est capital, c'est de sensibiliser sur l'éducation au développement. Et c'est aussi d'utiliser d'autres types d'énergie, comme la biomasse ou le biogaz.
Pape Dial, bonjour. On est ici à Djourbel et nous, en venant sur la route, on a découvert des montagnes de coques d'arachide. Et toi, tu es à l'origine d'un projet qui vise justement à recycler, à utiliser ces coques pour produire un biocharbon. Avant, les coques d'arachide, on les jetait. Et on voit ici qu'au Sénégal, on coupe trop les arbres. Il y a vraiment le déboisement, ça dépasse les bornes. Et nous, on lutte contre le déboisement. Comme nous avons un projet qui fait de l'agroécologie et tout ça, on a pensé à ce charbon-là. Donc ça, c'est composé uniquement des coques qui entourent l'arachide, la cacahuète. Voilà. Il ne fait pas de fumée toxique. Non. Ça, c'est très important parce que beaucoup de gens cuisinent chez eux et s'intoxiquent quand ils utilisent du charbon ou d'autres choses. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour la santé. Il y a vraiment derrière un véritable business model parce que c'est des montagnes entières de coques d'arachide. Voilà. Donc quelque part, on peut vraiment développer une filière. C'est ce sur quoi tu travailles. Même, en dehors de ça, c'est une création d'emplois. En plus. Parce que les gens vont le chercher et nous le vendre. En même temps, quand on fait le biocombustible, on fait des dépôts, il y a des responsables qui vendent et qui travaillent. Donc c'est une création d'emplois. C'est quand même une industrialisation avec un savoir-faire local. C'est vous qui vraiment détenez l'ensemble des compétences dans un cercle vertueux autour de cette activité. Et ça peut donner aussi peut-être des idées aux pays, aux régions voisines. Voilà, justement parce que nous, quand on commence ça, on le faisait avec notre expérience, mais finalement, on a eu des Belges qui sont venus nous améliorer notre qualité de travail. Maintenant aussi, on travaille avec d'autres personnes qui veulent nous acheter la machine. On vous souhaite que le message passe. Dans les énergies renouvelables, il y a aussi le biocombustible, des produits qui permettent de toucher des milliers d'utilisateurs et qui sont aussi vecteurs d'une économie inclusive. Il faut former les producteurs et développer les filiales. Il est aussi capital d'informer les jeunes. L'éducation reste au cœur du développement. Dans le pays, 3 millions de personnes ne savent ni lire ni écrire. Pour mieux préparer les jeunes, il faut aussi les former aux nouvelles technologies. Une école a développé des cours d'informatique, mais cela nécessite un courant stable et fiable. Là aussi, les énergies renouvelables s'imposent. Bonjour Mamadou. Bonjour Thierry. Bonjour, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Merci beaucoup de nous recevoir ici. On est dans l'école Kër Fatou Kaba. C'est ça. Cette installation qui te met en autonomie. On a vu un local technique avec des batteries au gel qui te permettent de stocker l'énergie. Tu as une stabilité, tu n'as pas de problème de matériel? On n'a pas du tout de problème parce qu'avant l'installation même, le technicien, l'entreprise est venue sur place et a évalué l'état des besoins pour pouvoir quand même paramétrer par rapport à nous ce qu'on a besoin. Avec l'outil informatique, d'Internet, de toutes ces nouvelles technologies, c'est quand même une révolution. On voit des téléphones partout, Internet est partout. Qu'est-ce que tu en penses vis-à-vis de l'éducation? La communication électronique, etc., c'est ce qui est en vogue et c'est à partir de là qu'on puisse vraiment travailler. Et notre fierté, c'est de voir aujourd'hui un enfant de Kër Fatou Kaba fréquenter l'université, fréquenter les grandes écoles et pourquoi pas devenir un grand dirigeant de ce pays. Et ces enfants, j'imagine que quand ils rentrent chez eux, ils doivent en parler à leur famille de ce qu'ils ont découvert. Ils sont très contents et ils livrent des informations même aux parents. Donc c'est très positif l'Internet, si on en fait bon usage. Alors ici aussi, il y a une spécificité, c'est que tu as un service civique qui vient de France. Qu'est-ce qu'il fait? À quoi il est destiné? Comment ça fonctionne? Donc le service civique, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Les élèves ont déjà un niveau. Ils regardent ce que son prédécesseur a fait et maintenant ils continuent à travailler pour renforcer les enfants. Il y a une progression de l'éducation au Sénégal. Ces 10 dernières années, il y a le double d'enfants qui sont scolarisés. Ça progresse, c'est un très bon signe. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un très bon signe parce que au début, les parents étaient un peu réticents par rapport à l'éducation, à l'école française, etc. Aujourd'hui, ils sont confiants. Ils voient que leurs enfants réussissent, que Fatou Kaba est très sollicité et la demande est plus forte que ce que nous disposons, ce que nous pouvons offrir. Mamadou, on ouvre combien de Kër Fatou Kaba au Sénégal? 1000, 2000, 3000? 3500. 3500, chiffre clé, pari tenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce message d'espoir. C'est très gentil.
Ce que nous avons découvert sur ce projet, c'est que grâce à l'informatique et aux énergies renouvelables, des milliers de personnes sont directement impactées. Mais l'État prend les choses en main avec la construction de plusieurs centrales d'énergie renouvelable afin de connecter ces millions d'utilisateurs qui nous entourent et qui attendent un accès à l'énergie. Direction Tenmerina pour découvrir la grande centrale photovoltaïque. C'est à 200 km au nord de la capitale qu'une des 6 centrales de 43 hectares fournit à elle seule l'électricité pour 250 000 foyers. Elle a été déployée en moins de 10 mois et démontre un savoir-faire local impressionnant, possible grâce à un partenariat public-privé. Ces vastes projets sont indispensables et vont de pair avec les micro-projets pour le développement des énergies renouvelables à l'échelle du pays et même du continent. Le développement des systèmes off-grid a un gros potentiel au Sénégal et de manière générale en Afrique de l'Ouest avec des systèmes de prépaiement et la maintenance également qui s'y est. Mais je vois ça comme vraiment un cap intéressant en coordination avec les centrales traditionnelles qui sont sur le grid. Donc, puisque au fond, certaines populations rurales, ce dont elles ont besoin, c'est parfois d'une petite lampe. Ce qu'on appelle un peu les nano-projets. Et puis ensuite un petit changement d'échelle. Et ensuite l'espoir de pouvoir être raccordé avec une énergie propre comme celle-là. L'Afrique a une belle part à jouer et des expériences intéressantes à partager avec le reste du monde. Le 7e objectif de développement durable, c'est l'électrification universelle pour notre planète d'ici 2030. Pour le faire, les énergies renouvelables sont l'indispensable levier des thématiques de l'aide au développement. L'agriculture, la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et bien sûr la protection de notre environnement. Ces projets agissent en véritables incubateurs de nouvelles technologies. Ce sont des laboratoires en temps réel. Un savoir-faire made in Africa avec de l'emploi, de la formation et un véritable savoir-faire local qui développe une économie inclusive, qui permet également aux porteurs de projets de s'approprier les systèmes et de mieux les défendre. L'Afrique peut jouer un rôle majeur en tant qu'incubateur de solutions dans les énergies renouvelables. Elle a déjà joué ce rôle avec la téléphonie mobile et la possibilité d'avoir un compte en banque directement sur son smartphone. Ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est que tous les acteurs s'impliquent. Les ONG, les entreprises, les pouvoirs publics, la société civile, les fournisseurs d'énergie et les particuliers, afin de rendre une énergie durable accessible pour tous. Aujourd'hui, dans les pays les plus pauvres, les gens deviennent de plus en plus pauvres parce qu'ils doivent envoyer des devises étrangères pour importer des énergies fossiles. Et on voit très bien que de fabriquer de l'énergie de manière complètement délocalisée, à l'échelle des petites communautés, c'est une source incroyable d'enrichissement pour les populations, de stabilité sociale, de paix et de développement. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables sont devenues un facteur de développement alors qu'avant, c'était un coût supplémentaire. C'est aujourd'hui un porteur d'espoir. Les grandes centrales solaires et éoliennes produisent de l'électricité 2 à 3 fois moins cher que le gaz, le pétrole et le charbon dans plus de la moitié du monde. Donc il faut mettre des grandes centrales à ces endroits-là, près des villes, etc. Maintenant, on ne peut pas mettre des grandes centrales dans des endroits où la population est complètement dispersée, dans des toutes petites zones périphériques très pauvres. Et c'est là que les petits projets sont extrêmement utiles et c'est là qu'on va créer de la stabilité, du développement, de la richesse locale grâce à ces énergies renouvelables totalement délocalisées. Vous savez, on parle des smart grids, qui est la possibilité d'avoir des villes qui fonctionnent de manière intelligente, où la production, la distribution, la consommation sont complètement intégrées, synchronisées, optimisées pour être plus efficients. Puis il y a les microgrids. Le microgrid, c'est quelques panneaux solaires, c'est des ampoules électriques avec des chargeurs pour téléphone. Et avec ça, vous faites un bien incroyable dans un village pauvre. Vous permettez à des enfants d'étudier, vous permettez à des familles de se passer de l'éclairage au mazout, de se passer du générateur diesel, d'arrêter de s'empoisonner avec des produits polluants et d'arrêter de déforester le peu de bois qui leur reste. Donc on voit qu'il faut de tout, des petits projets et des grands projets. En Afrique, vous pouvez payer votre énergie solaire avec votre téléphone.
l'Afrique a un potentiel de développement qui est absolument spectaculaire. Toutes ces nouvelles technologies permettent à l'Afrique de se développer. Donc il faut deux choses pour que le monde change. Il faut un cadre légal qui met des politiques énergétiques et environnementales très ambitieuses, et il faut que les solutions pour atteindre ces politiques ambitieuses soient économiquement rentables. À ce moment-là, vous avez la possibilité de transformer l'industrie, de transformer la société, et vous avez la possibilité de donner de l'espoir. Il ne s'agit plus d'une écologie punitive, il s'agit d'une écologie rentable. Ça permet de dire aux industriels qu'on peut être logique autant qu'écologique.